Avant de terminer ce chapitre, je veux mettre une sorte de post-scriptum comme réponse à une lacune apparente qu'on pourrait relever. Peut-être direz-vous que la nécessité de l'altération des signes n'a pas été suffisamment mise en lumière. Il est certain que, tandis que nous avons cherché à approfondir les causes qui assurent la continuité, la non-liberté à travers le temps, nous n'avons donné aucune cause spéciale à l'altération résultant du temps. Nous avons dit, et je tiens à souligner encore, qu'elle n'est qu'une forme de la continuité et que c'est par le fait même que les signes se continuent qu'ils arrivent à s'altérer. Mais nous n'avons pas dit, je le reconnais, pourquoi ils doivent s'altérer. Et il m'est facile d'indiquer la raison de cette abstention. Dès l'abord, j'ai indiqué qu'il y avait des facteurs d'altération distincts, mais tellement mélangés dans leur effet qu'il n'est pas prudent de vouloir à l'instant les séparer. J'ai dit que le fait total ne pouvait se traduire avec sûreté que par le mot de déplacement du rapport entre signifiant et signifié. Soit que l'altération se trouve dans le signifiant, soit qu'elle soit dans le signifié. Donc, nous prenons l'altération sans séparer ses causes ni ses formes, parce qu'il y a quelque danger à vouloir le faire sans autre forme de procès. Puisque nous nous mettons dans la situation de celui qui ignore préalablement les causes particulières, il est clair que nous ne pouvons dire en même temps que nous allons approfondir ces causes. La question de la nécessité ou de l'inéluctabilité se présenterait séparément pour chaque facteur d'altération. Par exemple, est-il inéluctable, dans une masse sociale placée sous la condition du temps, que les signes s'altèrent phonétiquement, matériellement, dans leur image acoustique? Et ainsi, on voit que tant qu'il s'agit de causes de la continuité générale à travers le temps, elles sont à la portée de chaque observateur, comme des a priori. Nous n'avons fait que relever certaines causes inaperçues par leur évidence même, comme le fait que tout le monde, tous les jours, se sert de la langue. Quand il s'agit de l'altération à travers le temps, mieux vaut ne parler immédiatement que du déplacement du rapport global des termes et des valeurs. En renonçant à scruter le degré de nécessité a priori, puisqu'on renonce à distinguer les causes une à une. On peut se référer provisoirement à ce simple fait que toute espèce de chose qui est soumise au temps se modifie. Donc, que la langue est égale à la somme des rapports entre le signifiant et le signifié. Dans le langage, la langue a été dégagée de la parole. Et en même temps, on a ainsi la partie résidant dans l'âme d'une masse parlante, ce qui n'est pas le cas pour la parole. Prenant la langue, il n'y a rien à première vue qui empêche de concevoir la langue comme logique, car le signe est arbitraire. Le fait de la masse parlante
ne change lui-même les choses qu'en ce sens que psychologico-logique, mais ne montre pas immédiatement ce qui est la langue. Mais quand intervient le temps, combiné avec le fait de la psychologie sociale, c'est alors que nous sentons que la langue n'est pas libre. La masse parlante est multipliée par le temps. Quand on défalque du langage tout ce qui n'est que parole, le reste peut s'appeler proprement la langue et se trouve ne comprendre que des termes psychiques, le nœud psychique entre idée et signe, ce qui ne serait pas vrai de la parole. Mais ce ne serait là la langue que prise hors de sa réalité sociale, irréelle, puisque pour qu'il y ait langue, il faut une masse parlante se servant de la langue. La langue réside dans l'âme collective et ce second fait rentrera dans la définition même. Il ne s'applique pas à la parole, les actes de parole sont individuels. Par la définition, nous nous plaçons d'emblée devant les deux choses. Ainsi, ce schéma avec ce schéma, la langue est viable. La définition même tient compte de la réalité sociale, mais elle ne tient pas compte du tout de la réalité historique. Comme le signe linguistique est par nature arbitraire, prenant la langue ainsi définie, il semble que rien n'empêche de la prendre comme un système libre, ne dépendant que de principes logiques, se mouvant dans la sphère pure des rapports. Est-ce que le fait en soi de la masse parlante empêcherait ce point de vue? Pas précisément, tant qu'on le prend tout seul. Comme une communauté ne pense pas logiquement ou uniquement logiquement, la langue dépendrait de principes psychologico-logiques. Mais les réalités extérieures, comme celles qui se manifestent dans une masse sociale, n'ont pas occasion de se produire quand on considère les faits de langue hors du facteur temps, dans un seul point du temps. Mais ici intervient la réalité historique du temps. Si l'on prenait le temps sans la masse parlante, il n'y aurait peut-être aucun effet externe d'altération. La masse parlante sans le temps, nous venons de voir que les forces sociales de la langue ne se manifestent que si on fait intervenir le temps. Nous arrivons à la réalité complexe avec ce schéma, c'est-à-dire en ajoutant l'axe du temps.
la masse parlante est multipliée par le temps, considéré dans le temps. Dès lors, la langue n'est pas libre, parce que même a priori, le temps donnera occasion aux forces sociales intéressant la langue d'exercer leurs effets par la solidarité infinie avec les âges précédents. La continuité enferme, comme par un fait inséparable, l'altération, déplacement plus ou moins considérable des valeurs, inévitable avec la durée. Invoquons simplement ce fait que nous ne connaissons aucune chose qui ne s'altère dans le temps. Ce chapitre est la suite directe du précédent, en même temps que l'indication de la base générale sur laquelle nous allons nous placer pour la suite. Il n'y a nul désaccord avec le plan primitif de ce cours, lequel a peut-être un reflet dans vos notes. Il y a eu simplement une interversion du moment où j'ai fait intervenir la donnée temps, la notion historique que j'ai introduite au 3e chapitre. On peut hésiter en effet sur le moment exact où il faut introduire la notion de temps et ses conséquences. Comme vous le verrez, j'aurais pu à la rigueur ne lui donner sa place que plus tard. Par conséquent, vous évitez un remaniement incommode dans l'ordre des chapitres, car ceux-ci ne sont pas touchés autrement que par leur succession. Mais précisément, puisqu'il ne s'agissait que des numéros sans rien changer à la substance même, je n'ai pas hésité, en vue de certains avantages, à mettre les chapitres sur les conséquences du temps plus haut que je ne l'avais prévu. Le fait que le temps intervient pour altérer la langue, comme il intervient pour altérer ou modifier toute chose, ne semble pas d'abord un fait bien grave pour les conditions où est placée la science linguistique. Je dois ajouter que je ne vois qu'une infime proportion de linguistes, ou peut-être aucune, qui soit disposée elle-même à croire que la question du temps crée à la linguistique des conditions particulières, des difficultés particulières, des questions particulières, voire une question centrale et pouvant aboutir à scinder la linguistique en 2 sciences. Quand nous jetons le regard sur d'autres sciences, je répète que nous ne pourrions guère y relever un effet particulier produit par la considération du facteur temps. Nous voyons que l'astronomie a constaté de notables changements au ciel dans le minime temps dont elle a disposé, mais on ne voit pas clairement de raison pour cela à séparer l'astronomie en 2, à en faire 2 disciplines. Nous voyons que la géologie, un peu à l'inverse de l'astronomie, raisonne presque sans cesse sur des successivités, sur des changements dans le temps. Mais quand elle s'occupe aussi d'états fixes de la Terre considérés hors du temps, elle ne fait pas de ces 2 choses des objets fondamentalement séparés.
Nous voyons qu'il y a une science du droit et une histoire du droit selon le temps, et que personne ne songerait à déclarer pour cela que l'histoire du droit constitue une discipline séparée de la science du droit. Nous voyons l'histoire politique des États se mouvoir éminemment dans le temps, mais ne faire aucune distinction, si quelque historien trace au contraire le tableau d'une époque, en excluant par conséquent les changements de temps. Nous voyons l'histoire des institutions politiques rechercher avant tout les états de choses hors du temps, mais ne croit pas changer de sujet si elle parle en même temps des modifications consécutives au temps. Nous voyons l'économie politique, Wirtschaftslehre, s'occuper principalement de l'équilibre entre le travail et le capital comme force sociale, avec toutes les forces intermédiaires. Mais ici, à cet instant, chose remarquable, voici aussi que nous voyons tout à coup, et comme par un changement de décor, c'est que contrairement à tout ce qui se passait pour les sciences précédentes, voici qu'on nous parle de l'histoire économique, c'est-à-dire l'économie politique dans le temps, comme une science séparée. Séparée à quel point dans le détail des faits, je n'en peux pas juger personnellement. Il me suffit de voir qu'une université quelconque, comme la nôtre, confie à deux professeurs différents l'histoire économique ou l'économie politique. Pourquoi ? Peut-être, et probablement, qu'on ne se rend pas compte pleinement qu'on n'a fait qu'obéir à la nécessité interne. Avec l'économie politique, quoique à un moindre degré qu'avec la linguistique, on est en face de la valeur, ipso facto d'un système de valeurs. Or, on ne peut mener à la fois le système en soi et les systèmes de valeurs selon le temps. La vérité vraie est que même les sciences qui s'occupent de choses auraient avantage à marquer plus complètement la différence entre les deux axes où existent les choses. L'axe des contemporanéités, où l'on peut faire disparaître le facteur temps, et l'axe des successivités, les choses multipliées par le temps. Quand on arrive aux sciences qui s'occupent de valeurs, la distinction, qui n'était que presque facultative jusqu'à maintenant, devient une nécessité théorique et pratique de premier ordre. On peut, dès cet instant, mettre au défi qui que ce soit d'établir une science nette hors de la séparation des deux axes. Toute valeur a deux côtés, comme le signe linguistique. Donc cette valeur a au moins par un de ses côtés une racine dans les choses. Par exemple, un fond de terre correspondant à 50 000 francs. Il est encore relativement possible de suivre cette valeur dans le temps, avec ses variations, sans oublier que la contre-valeur, comme 50 000 francs, varie à son tour de valeur, selon les états d'abondance de l'or, etc. Mais tout cela garde une valeur finale de par les choses, et on ne peut le plus souvent dépasser une certaine limite. Au contraire,
Dans l'association constituant le signe, il n'y a rien depuis le premier moment que deux valeurs existant l'une en vertu de l'autre. Principe de l'arbitraire du signe. Si l'un des deux côtés du signe linguistique pouvait passer pour avoir une existence en soi, ce serait le côté conceptuel, l'idée comme base du signe.